bonjour à tous. Ravi d'avoir été invité aujourd'hui pour un retour sur expérience. Je ne pensais pas non plus être un jour un ancien, mais bon, je crois qu'on y passe tous par là. Bref, c'est un peu gênant de parler de soi en fait, parce que c'est plutôt chouette de parler des sujets et aussi les sujets des autres. Donc voilà, je vais essayer de faire l'exercice qui est assez effectivement égocentré, je m'en excuse, mais je crois que c'est le principe même. Ici, donc un plan effectivement, je pense qu'il y en a pour une dizaine de minutes, je crois que c'était le timing, en 6 points, donc rapidement effectivement la motivation initiale, un parcours assez classique en fait universitaire, et puis ensuite un peu le bord du précipice, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a un doctorat effectivement en poche? Je crois que c'est la question qu'on se pose tous. On reporte les échéances, puis à un moment elles se présentent à nous, et puis finalement après les opportunités que j'ai pu saisir dans ma vie professionnelle qui a commencé donc en 2005, donc il y a une bonne quinzaine d'années. Et puis enfin, finalement, d'autres parcours, ou en tout cas montrer le champ des possibles en parlant peut-être de certains amis et collègues qui étaient dans la même situation que moi et qui apparemment ont survécu eux aussi. Je ne vous parle pas de tous ceux qui ont disparu, ils sont trop nombreux pour les lister. Et puis enfin, voilà, un regard rétrospectif sur ce que finalement m'a apporté cette expérience voilà, universitaire de doctorat. Donc bon, rapidement en fait j'ai eu la chance, j'ai la chance aujourd'hui de mêler effectivement passion et métier. En fait, je crois que j'ai du mal à distinguer l'un de l'autre. Et en fait depuis toujours, voilà, quand j'étais gamin en fait mon univers ressemblait à peu près à ces mots clés là en fait. Et je m'étais déjà promis lorsqu'on me posait la question tu feras quoi plus tard en fait, je savais pas trop ce que ça voulait dire, mais je me suis dit je serai océanographe. Donc j'ai peut-être en tout cas pas perdu trop de temps dans mes études parce que j'ai su, je l'explique pas forcément très bien, si ce n'est que j'ai des longues parties de pêche, que le poisson occuperait l'espace de ma vie professionnelle et personnelle. Oui, merci. Super. Et enfin voilà, bref, c'est juste un clin d'œil. Ensuite, donc, comme je disais, un parcours universitaire très classique, voilà, de licence, maîtrise, donc Master 1, Master 2. Le Master 2, effectivement, j'ai enfin pu prendre une option récif corallien, c'est celle qui me passionnait depuis longtemps, à Marseille, où j'avais rencontré Yves Le Tourneur. Et puis finalement, j'ai mis un peu en décalage volontairement en fait le doctorat parce que zut, pardon, c'était pas ce que j'avais prévu initialement en fait. Je n'avais pas une carrière en me disant je serai plus tard docteur. C'était plus une opportunité. Je voulais absolument travailler sur la récif corallien. Et dès lors que je trouvais un contrat qui me permettait d'y repartir, j'avais fait mon master 2 en Polynésie française à Moorea. J'étais ravi de le faire. Et finalement, effectivement, un financement de thèse s'est libéré à Wallis et Futuna en 2002 pour travailler sur l'écologie de jeunes poissons coralliens. On cherchait effectivement un volontaire. J'avais travaillé sur un sujet similaire à Wallis et en fait, de manière opportuniste, j'ai pu partir effectivement 3 ans, quasiment 4 là-bas. Voilà effectivement le parcours. Donc finalement, Wallis, c'est une expérience dans l'expérience, c'est ce que j'ai marqué. C'est pas un terrain entre guillemets comme un autre. En tout cas, l'expérience était assez rigolote en 2002 parce que imaginez la qualité du réseau Internet. En fait, aucun de mes directeurs de thèse n'est venu pendant le temps de ma thèse de T1. La biographie, c'est ce que j'avais pris dans mes cartons. La seule thèse qui avait eu lieu, en fait, c'était en 85 sur le Cava à Wallis et Futuna, et en fait, le doctorant, c'était pas de la peine de se déplacer. Donc, c'était la première thèse, effectivement, en sciences sur le territoire, avec effectivement une expérience extrêmement riche, mais aussi un contexte très particulier. Il faut savoir, si vous connaissez ce charmant territoire qui est Wallis et Futuna, voilà, la coutume est extrêmement présente. Et donc il y a une dimension culturelle, sociale à prendre en compte. On ne va pas mettre son filet de pêche n'importe où sans avoir fait de longues palabres avant. Sinon, effectivement, votre séjour se terminera plus tôt que vous l'aviez programmé. Et donc il y a vraiment une richesse, en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'était beaucoup plus qu'une simple thèse, cette expérience. Mais il fallait aussi jouer dans ces conditions-là, qui étaient quelquefois extrêmement lentes, longues, difficiles, mais chouettes. Voilà. Donc je pense que cet isolement, en fait, il m'a forgé à la débrouillardise un petit peu. En même temps que voilà, il a prolongé un petit peu aussi la durée de la thèse. Et puis enfin, en fait, avant d'être thésard pour le territoire de Wallis et Futuna, j'étais agent du territoire, puisque j'avais été embauché sur un financement IFRECOR, et que donc j'étais en fait en charge de tout le pôle milieu marin du service de l'environnement et de toutes les missions qui sont passées par là-bas, et beaucoup de missions d'ailleurs de l'université avec Michel Allenbach, Claude Chauvet, Laurent Ventiez, et puis Christophe Sand. Enfin bref, c'était Claude Perret, etc. Il y avait beaucoup d'universitaires, et c'était et de l'institut de recherche. Bref, voilà le terrain effectivement Wallis. Puis là, j'ai foutu quand on dit l'isolement, c'est vraiment l'isolement, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est là-bas, en fait, on se sent effectivement un peu comme Solomon là, avec Tom Hanks. Là. Et voilà. Et une fois ce doctorat effectivement en poche,
j'avais constaté deux choses. La première, c'est que autant l'expérience était passionnante, autant mon sujet, j'ai trouvé vraiment en décalage par rapport à la réalité du terrain. C'est-à-dire que mon sujet, c'était finalement de l'écologie plus ou moins fondamentale. Or, les questions qui se posaient, en tout cas telles que je les percevais moi sur le terrain, c'était plutôt en fait l'état du lagon qui était effectivement esquinté par des eaux usées, par des élevages porcins, par du piétinement, par des apports terrigènes. En fait, il y avait mille autres priorités pour moi, me semble-t-il, pour le beau lagon de Wallis, qu'effectivement étudier l'art de poisson. Et c'est là où je me suis dit, en fait, la science, oui, j'aimerais bien qu'elle guide mes pas, mais la recherche, en tout cas telle que je l'avais vécue, j'avais quand même bien vécu, mais je ne la sentais pas, en tout cas en phase, à l'époque, sur ce terrain, en fait. Et donc, je me suis dit, OK, il faut que je passe à l'action, que je rentre finalement dans un terrain plus opérationnel, si je veux aller finalement dans mes convictions. Voilà. Et puis, par ailleurs, une thèse, ça dure longtemps. Entre-temps, on trouve une femme, il y a un enfant qui naît, etc. Puis, on se retrouve depuis un an sans salaire. Et là, on se dit, en fait, c'était joli, mais maintenant, il va falloir que je rentre dans le monde concret, dans la vie concrète, que je gagne un salaire. Et donc, ça met effectivement une bonne pression. Voilà, c'est pas pour vous la répercuter que jamais là, mais c'est parce que je l'ai vécu un peu comme ça, en disant, bon, on m'avait donné comme conseil d'inviter en fait le maximum de personnes à ma soutenance. On me dit, sait-on jamais, il y aura peut-être quelqu'un qui t'embauchera par la suite. C'est ce que j'ai fait et ça a marché. Donc, je ne sais pas si c'est la solution, mais en tout cas, j'ai effectivement rencontré des personnes qui m'ont proposé un job vraiment au sortir de la soutenance. Et c'était effectivement ma première expérience où je me suis mis à mon compte. Donc, j'avais créé, enfin, bref, c'est juste une patente en écologie marine. Voilà, faute de mieux, entre guillemets. Si j'avais peut-être embauché une entreprise, j'aurais peut-être trouvé celle-ci. Là, on m'a dit, écoute, viens travailler à la CPS. Il y a un programme sur les récifs coralliens qui s'appelle le programme CRISP, qui est financé par l'AFD. Si tu veux apporter... Enfin, non, tu as des compétences qui nous intéressent. Et donc, on pourrait être l'un de tes clients, mais à toi de diversifier tes activités. Et donc, chemin faisant, en fait, l'expérience a duré 4 ans. Et pendant ces 4 ans, j'ai travaillé pour toutes les collectivités, enfin, les 3 provinces de la Nouvelle-Calédonie. Et puis, et puis également les instituts de recherche comme l'IRD et l'université, sur les problématiques aussi différentes qu'une analyse éco-régionale sur les pressions et les menaces sur les écosystèmes littoraux ou sur les inventaires faune, flore dans le cadre d'une inscription des récifs au patrimoine mondial ou encore des enquêtes auprès des pêcheurs pour déterminer des zones de reproduction de poissons ou de la pêche au thasard du lagon. Bref, c'était assez vaste. Ça m'a vraiment passionné. Pendant 4 ans, j'ai fait énormément de terrain et plus j'en faisais, plus j'étais heureux. Donc ça, c'était vraiment chouette. En même temps, j'ai senti un certain isolement, c'est-à-dire que c'était ma première expérience. Il fallait effectivement décrocher les contrats, il fallait recruter une équipe, il fallait organiser les missions en mer, prendre toutes les responsabilités qui vont bien. Si un pépin, c'est pour vous. Faire les analyses statistiques, rendre les rapports et décrocher le futur contrat. Et ça sans s'arrêter. Si bien on n'a plus les conférences, on n'a plus le temps pour aller à des conférences comme celle de ce matin. Et je me suis dit, en fait, ouais, ça c'est un peu frustrant. Deuxième frustration, c'est que j'étais déçu en fait du manque de prise en compte des recommandations de ces rapports-là par mes commanditaires, qui quand même payaient à cette fin-là. Et donc on disait, bah voilà, les zones de frais, il y a telle zone où il y a vraiment 10 espèces qui sont majeures, qui sont un statut, etc. Puis 3 ans après, toujours pas de réserve, rien du tout, enfin pas alimentation. Donc je me suis dit en fait que j'avais pas beaucoup de leviers, et pourtant c'est ça ce qui m'avait inspiré quand j'étais gamin, pour essayer d'améliorer la gestion de l'environnement et des ressources marines. Voilà, finalement j'ai répondu présent en fait, au hasard, à 11h pour un rendu à minuit en fait, sur un appel à candidature pour être directeur de l'Observatoire de l'environnement qui s'appelle l'œil et qui avait été créé dans un contexte extrêmement tendu en fait, social dans le Grand Sud. Et il y avait effectivement tout à construire. Donc franchement, j'ai envoyé le CV comme, je sais pas, on remplit un bon à la station essence pour dire, ouais, de toute façon, j'aurais peut-être gagné la plate en aluminium. J'y croyais pas beaucoup, en fait. Et étonnamment, même si on était nombreux à candidater, ils m'ont choisi parce que j'avais, je crois, ce mix, en fait, de science d'un côté, et puis d'avoir travaillé également et en Calédonie et à Wallis-et-Futuna, dans les contextes finalement océaniens où il faut savoir circuler, emprunter les bons chemins coutumiers et avoir un bon relationnel, donc ça mêle un petit peu une certaine objectivité et une capacité, je crois, à circuler encore une fois sur le terrain. Bon bref, en fait, il faudra poser la question pourquoi ils m'ont choisi, mais je crois que c'était pour ça. Et puis l'expérience était fabuleuse puisque déjà j'étais jeune, j'avais 32 ans, enfin peut-être encore plus jeune que moi, mais c'était une belle responsabilité qu'on m'offrait, donc j'avais vraiment envie de me défoncer. Moi j'étais très orienté milieu marin, or là c'était l'environnement au sens large, le milieu marin était qu'un des compartiments de l'environnement à étudier. Et puis, il fallait aussi que j'acquière d'autres compétences que je n'avais pas, fondamentalement, qui étaient la gestion de multi-projets. Moi, j'avais géré les projets au fil de l'eau, donc les uns après les autres, quand j'étais Iboulou, consultant en écologie marine. Mais là, c'était de front, en fait, il y en avait 40 sur la table. Il y avait une équipe à recruter, et donc il y avait des challenges en termes de gestion de projet et de management, en fait. Mais c'est ce qui rendait effectivement la chose vraiment passionnante. On nous attendait aussi au virage. C'était une structure naissante, donc il fallait tout de suite démontrer l'intérêt de l'observatoire au travers de travaux de suivi, de surveillance,
de compilation d'informations, de synthèse, etc. Voilà, bon, les supports, il y en a des centaines sur le site de l'Observatoire, je vous laisse les consulter, c'en est un parmi d'autres. Et puis ce qui était vraiment intéressant dans cette expérience, c'était la multiplicité finalement des acteurs. L'Observatoire, c'est 6 collèges avec des collèges, on va dire, publics, que sont par exemple la province, le gouvernement, les communes, certaines communes du Grand Sud, des opérateurs privés, des miniers, des industriels en fait, qui sont quand même une puissance économique forte autour de la table. Et puis enfin, on va dire la société civile, avec à la fois des composantes environnementales. Donc vous avez effectivement des associations. Peut-être que le schéma n'est pas complet, j'en ai pris un il y a 3 ans, avant que je parte. Et puis également, on fait des populations locales. Et c'est cet équilibre qui était vachement passionnant, parce qu'on discutait avec des gens qui n'avaient pas du tout les mêmes cultures, qui n'avaient pas du tout les mêmes intérêts. Alors là, c'est très compliqué, parce qu'on a fait des intérêts orthogonaux. Je pense qu'il suffit de voir des logos, vous avez dit que certains ne sont pas forcément bon ménage. Mais effectivement, il fallait administrer ça, en tout cas, et tenter d'eux. Mais c'était vraiment passionnant, parce qu'on sentait bien que là, on était au cœur de la machine, et qu'on a essayé effectivement de réduire au maximum les impacts, d'en attester lorsqu'il y en avait, et puis d'informer les populations qui, elles, étaient effectivement quelquefois angoissées, en tout cas inquiètes, ou se posaient simplement des questions, les grands publics en général. Et puis cet observatoire était adossé à un conseil scientifique, d'ailleurs Éric Vidal ici fait partie, et qui finalement donne, je veux dire, la vraie dimension de l'observatoire, qui est vraiment, qui doit apporter une certaine objectivité dans l'appréciation de l'état de l'environnement, sans prendre des partis, sans jugement, sans être pour ou contre, etc. C'est juste de dire factuellement, c'est ça ce qu'on observe. Et cette instance scientifique, elle vient vraiment porter une caution, on va dire, sur la qualité des travaux qui étaient menés. Et donc, c'était vraiment un grand plaisir pour moi, issu du monde un peu de la recherche, que de persévérer à travailler, effectivement, de continuer avec effectivement cette sphère-là. Puis, bien sûr, c'était également une équipe là. Enfin, on était quelques-uns là aujourd'hui. Enfin, quand j'ai quitté, en tout cas, là, en 2019, en fait, l'Observatoire, il y avait une dizaine de personnes recrutées en agent permanent. Donc, on a vraiment eu la chance d'avoir finalement ces moyens, d'avoir une confiance de nos administrateurs, bien qu'il y ait eu des hauts et des bas. Et voilà. Mais après 10 ans, en fait, on s'esquinte quand même pas mal, parce que le processus, il marche sous pression. Hein. Vous êtes systématiquement entre le marteau et l'enclume. Et puis par ailleurs, j'ai l'impression que j'avais fait le mieux que ce que je savais faire, et que les années finalement défilant, j'allais reproduire plus ou moins ce que j'avais fait jusqu'à présent. Et donc, il m'a semblé prendre un envol vers une autre destination, peut-être aussi en quittant un peu le Grand Sud et la Calédonie pour une dimension plus régionale, et en revenant à premiers amours, qui était quand même la pêche et le milieu marin. Et c'est alors que s'est ouvert effectivement un poste au sein de Protège, qui est donc un projet financé par l'Union européenne, qui est mis en œuvre par la CPS ici à Nouméa, et qui a vocation, si vous voulez, à essayer finalement de mieux gérer les ressources, qu'elles soient effectivement marines ou terrestres. Donc on n'essaie pas de développer l'exploitation, on essaie d'exploiter mieux finalement, et également avec des volets sur la ressource en eau, et enfin sur la biodiversité par la lutte contre les espèces envahissantes. Donc un énorme projet, le plus gros que la CPS ait jamais porté, c'est 36 millions d'euros, c'est sur 3 territoires français du Pacifique. Et mon job aujourd'hui, donc depuis 2019, ça fait effectivement 3 ans et quelques, c'est effectivement de créer de la coopération entre les territoires. À savoir qu'on a beau être effectivement francophone, on pourrait dire ça nous lie, on est français, ça nous lie aussi, ouais, sauf qu'en fait on travaille assez peu sur les questions notamment de pêche côtière qui m'occupe moi, en coopération avec les autres territoires qui ont des espaces fabuleuses. Et le petit territoire de Wallis a plein de choses à apprendre honnêtement à Nouvelle-Calédonie, de la même manière que la Calédonie en fait, a des enseignements en termes d'aquaculture ou d'autres vis-à-vis de la Polynésie française. Et donc c'est effectivement de rechercher ces expériences et de les partager au mieux au pays finalement, pour avancer plus vite et ensemble. C'est ça un peu le pari que s'est lancé Protège. Voilà un petit peu pour on va dire, ma jeune carrière, je ne sais pas si c'est jeune d'ailleurs. Mais bon, en fait, la vie, c'est pas non plus que ça. Donc, j'ai juste mis une diapositive. C'est pour dire qu'en parallèle de ces différents métiers, je me suis éclaté également en faisant beaucoup de photographie sous-marine, en publiant 4 ouvrages sur la faune et la flore sous-marine du Pacifique et un sur la pêche, en développant une association de photos sous-marines qui a donné naissance finalement au festival qui était il y a 2 semaines à la mairie au Rex, etc. Bref, voilà. Enfin, je trouve que c'est chouette en tout cas lorsqu'on a l'occasion finalement de mêler la passion et puis le métier. Et puis enfin, j'arrive à la fin de la présentation sur effectivement d'autres expériences. Lorsque je regarde un peu ce qu'ont fait des confrères ou des amis en fait qui étaient peu ou prou de la même génération que moi, un peu plus vieux ou un peu plus jeunes. Donc vous avez quelques exemples, mais en fait j'aurais pu certainement mettre 3 fois plus. En fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ils occupent finalement des postes qui sont intéressants, enfin aujourd'hui et depuis plusieurs années, à responsabilité, dans des univers extrêmement différents. Certains sont dans le public, d'autres sont dans le parapublic, dans des associations, des agences, conservateurs des espaces naturels, aquarium des lagons, ou encore effectivement dans le privé, dans des bureaux d'études où ils sont
eux-mêmes en fait directeurs ou responsables, que ce soit des bureaux d'études dans le monde des sciences halieutiques, de la pêche ou de l'environnement. Voilà, donc quand je regarde effectivement ça, je me dis en fait que voilà, le champ des possibles finalement est ouvert et que finalement on arrive on a chacun réussi à tailler sa route. Quelquefois, ça n'a pas forcément été si évident que ça, si rectiligne, mais c'est assez agréable finalement de voir que, voilà, que la voie finalement est multiple. Et puis, enfin, et pour finir, en fait, si je dois dire, en fait, ça m'a appris quoi finalement, au-delà du sujet qui me passionnait, mais une expérience de doctorat à l'UNC. Ce que je n'ai pas dit tout de même, c'est que mes travaux au lycée Futuna étaient encadrés donc, par l'Université de la Nouvelle-Calédonie. C'est peut-être ces qualités-là. Alors certaines, j'en avais un petit peu, d'autres pas, je les ai acquises, d'autres, je les ai renforcées. Mais c'est vrai que voilà, c'est effectivement, je pense que quand on voit un doctorant, c'est l'impression qu'on discute avec un vieux, c'est pas un vieux loup de mer, mais en tout cas, c'est un vieux combattant. Ouais, et toi, moi, c'était 4 ans, moi, c'était l'enfer, l'autre, il a démissionné. Bref, il y a toujours des histoires pas possibles quand tu discutes avec des doctorants. En tout cas, moi, c'est celle que j'ai vécue et pas mal de mes collègues. Mais bon, effectivement, ça fait partie de l'endurance, en fait, et on s'aperçoit qu'on peut l'être. L'exigence aussi, bref, elles sont écrites, je ne vais pas les détailler. Et aujourd'hui, j'en fais honnêtement bon usage. Je vois bien que lorsque je lis effectivement un article, j'ai tout de suite un esprit très critique, quelquefois trop critique. En tout cas, j'arrive à avoir cette analyse d'un document que j'aurais peut-être moins par le passé. Et que si le sujet m'intéresse, effectivement, coûte que coûte, j'irai entre guillemets jusqu'au bout. Voilà, je trouve que l'université aussi, c'est une créativité. Ça m'a appris, en fait, je bosse avec pas mal d'ingénieurs, en fait, qui sont hyper efficaces et probablement plus que moi, mais quelquefois qui sont peut-être plus dans, je sais pas, dans des cadres, en tout cas, autres. J'ai trouvé que la formation universitaire ouvrait, en tout cas, des collaborations extrêmement étonnantes avec des univers très différents, des manières de penser qui m'ont vraiment beaucoup plu. Ça, c'est pour le côté positif, mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a aussi d'autres qui le sont moins. C'est ce que j'ai marqué, c'est qu'il y a aussi le revers de la médaille. Hein, c'est qu'en fait, on devient aussi hyper exigeant. Et hyper exigeant, bon, quand c'est que soi, en fait, à la limite, tant pis pour vous, mais quand c'est pour les autres, ça devient chiant. Dès qu'on a un mec sur le dos qui est tout le temps hyper exigeant et que ça ne correspond pas à l'exigence de la personne avec qui vous travaillez, qui n'est pas forcément un employé, mais qui est un partenaire, ça devient en fait harassant, quoi. Et donc je pense que c'est quand même intéressant de prendre ça en fait en considération, de dire en fait mon niveau d'exigence n'est pas forcément le leur, et d'ailleurs peut-être qu'eux ils sont même encore plus exigeants que moi, mais bref, il faut faire preuve, on va dire, une certaine empathie, de considération finalement. Voilà, que le perfectionnisme c'est bien, mais c'est bien en fait quand on est sur le banc de la fac, quand on a un projet à rendre, il y a un délai, il y a un budget, il y a un territoire. Et on vous attend au virage, en fait. C'est pas la peine de dire oh, j'ai 6 mois de décalage. Là, on se fait allumer ou ça va plus. C'est quelquefois, ça peut avoir des conséquences lourdes. Donc, on apprend quand même un mode projet que ne m'a pas enseigné l'université. Mais en tout cas, justement, je réalise ce que j'ai appris puisque j'ai réussi à apprendre par ailleurs. Et puis après, j'ai marqué sacrifice. Bon, faut pas non plus exagérer. Hein, c'est pas non plus un harakiri. Mais on s'aperçoit tout de même, en tout cas sur la fin de la thèse, lorsque on donne tout ce qu'on a, c'est allez, il faut y aller, etc. Qu'on sacrifie quand même beaucoup de choses, du temps, de la famille, des amis. Et qu'ensuite, on a un peu un baby blues. Quoi, hein. On sent que pour remonter la pente, il va falloir retrouver ce lien-là. Quoi. Donc je pense que c'est bien finalement de prendre conscience de ces dangers-là, entre guillemets, si on considère que c'est des dangers, pour finalement mieux appréhender l'étape d'après qui attend les jeunes doctorants. Voilà. Donc moi, ce que je vous demande juste, c'est de choisir votre voie. Bien, super. Merci, un grand merci Mathieu pour, on va dire, cette petite rétrospective de ton post-doctorat. Donc, est-ce que les jeunes, vous avez des questions à poser ou pas à Mathieu, qui a d'ailleurs un univers très riche, hein, post-thèse, et qui met bien en lumière, effectivement, ces diapos de fin là sont vraiment, on va dire, parlantes concernant, on va dire, les qualités acquises, développées, hein, et la dernière aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voie toute tracée après le doctorat, d'accord ? C'est la voie que vous mettrez en œuvre pour votre futur. Comme Mathieu ou comme les autres. Hein. Il y en a d'autres ici hein, que j'aurais pu... Bon, ils ne sont pas anciens docteurs de l'UNC, mais notre collègue Christophe Carbou, qui est docteur, notre collègue Aurélie Monin, qui est docteur aussi, auraient pu parler aussi de leur parcours. Là, j'ai souhaité que ce soit des anciens de l'UNC. Mais vous voyez que bon, voilà, les chemins sont multiples et la vie donc, existe hors du monde académique. Voilà, c'est vraiment le message que je souhaitais vous faire passer. Est-ce que quelqu'un a des questions ou pas ?